Bonjour, bienvenue sur Bamako Business Podcast épisode 11. Toujours Mamadou Lamine Diarra. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Néné Keita, promotrice de Yelema Consulting. Elle nous explique qu'est-ce qu'un chasseur de tête, qu'est-ce qu'un incubateur. Elle nous parle plus en profondeur de son travail de conseil au sein de Yelema Consulting. On en apprend un peu plus aussi sur l'association RIPAT, qui est une association des franco-maliens qui viennent s'installer au Mali. Bonne émission. Néné Keita, bonjour. Bonjour, Tu es la promotrice de Yelema Consulting. c'est ça. Si je veux expliquer Yelema Consulting à mon petit-neveu, je lui dis quoi? En langage très simple, Yelema Consulting, c'est une entreprise qui aide d'autres entreprises à se développer. C'est une entreprise qui va aider des entrepreneurs à créer et développer leur propre entreprise. Tu as été formée en France. Mhm. Tu as travaillé comme chasseuse de tête et directrice de Jaspo Hub. Mhm. Ça fait quoi une chasseuse de tête? Alors, ça fait quoi une chasseuse de tête? Une chasseuse de tête, c'est un des métiers qui fait partie de la grande famille du recrutement. Et une chasseuse de tête, comme son nom l'indique, va chasser des profils par approche directe, notamment sur les réseaux sociaux professionnels pour des clients qui sont à la recherche de profils pénuriques ou alors des profils assez rares ou difficiles à trouver. Donc, le travail d'un chasseur de tête, c'est d'aller dénicher des profils compliqués à trouver sur le marché autrement. Tu peux nous donner un exemple d'un de ces profils? Alors, ça peut être, dans mon cas, c'était surtout des consultants en stratégie pour des grands cabinets internationaux. Ça peut aussi être des directeurs, donc des directeurs de départements de grandes entreprises industrielles. Mais c'est surtout, dans mon cas, c'était surtout des profils assez haut niveau pour rejoindre des cabinets de conseil en stratégie et en management de premier rang. D'accord, donc tu travailles surtout pour des grandes entreprises, des grands C'est ça, cabinets. c'est ça. Jaspo Hub, c'est un incubateur. Mhm. C'est quoi l'incubation? Alors, un incubateur, je l'explique aussi pour un enfant. Oui. Ah, d'accord. Alors, pour un enfant, si tu lui parles d'incubateur, le mot incubateur, ça vient du domaine agricole. Donc, c'est là où on met les œufs avant qu'il n'arrive à maturité et que le poussin sorte de sa coquille. Et donc, D'accord. l'incubateur, c'est la même chose. C'est la même chose, mais appliquée du coup au monde de l'entreprise. Et donc, c'est là qu'on aide les entrepreneurs à gagner cette maturité-là qui leur permettront de lancer leur entreprise sur le marché. Et Jaspo Hub, c'est un incubateur malien? Oui, c'était un incubateur basé donc à Bamako qui accompagnait les entrepreneurs de la diaspora. Donc, au départ, ça avait un pied entre la France et le Mali. Donc ça n'existe plus? Ce n'est plus actif, non. Ce n'est plus actif. D'accord, parce que donc c'est pour ça que tu y travailles plus du coup. C'est ça, exactement. Ok, et du coup, avec ces deux expériences, qu'est-ce qui t'a amené à créer Yelema Consulting? Alors, pour mes expériences passées, la chasse de tête, le recrutement, j'ai fait pas mal de sauts de puce, on va dire, au début de ma carrière. La première chose qui m'a poussée à rejoindre ce monde, ce secteur-là, c'était justement l'envie
de contribuer à des enjeux un peu plus challengeants, contribuer à la réussite de nouvelles entreprises. Et après l'incubateur, Yelema Consulting, l'idée est venue justement de ce que j'avais pu constater dans l'écosystème, à savoir qu'il y avait un manque justement d'accompagnement des jeunes structures surtout, donc des structures qui sont déjà lancées sur le marché, qui ont déjà fait un cycle, voire 2 cycles d'incubation et qui ont du mal ensuite à se retrouver et à se faire une place sur le marché malien. Voilà, et donc Yelema Consulting ambitionne de combler justement ce gap-là et d'apporter des solutions à ces problématiques-là de développement et d'expansion de jeunes structures. Donc c'est une démarche que tu as entreprise envers les entreprises. Et qui sont tes clients? Alors, mes clients sont essentiellement des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, mais également des startups. Des startups, donc entre les jeunes entreprises déjà sur le marché et dans tout secteur d'activité. On n'a pas forcément de secteur d'activité de prédilection. Peut-être que le seul secteur d'activité dans lequel on aura un peu moins d'expertise, ce sera vraiment l'agriculture, donc l'agriculture basique. Mais au-delà de ce secteur, on est capable d'accompagner des entreprises dans tous les secteurs d'activité, donc des entreprises qui ont entre 6 mois à 5, 6 ans d'existence. D'accord. Et comment tes clients viennent à toi? Alors, c'est beaucoup par le bouche à oreille. On fait quand même aussi un vrai effort de communication sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn essentiellement. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup par les réseaux. Les réseaux, parce que étant donné que j'ai quand même fait un passage aussi dans l'écosystème, du coup c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir accès aux entrepreneurs et aux startups de manière plus, on va dire, plus facilement. Et il y a beaucoup aussi on doit beaucoup aussi aux différents efforts de communication qu'on met en place pour être visible et accessible. D'accord. Et tes clients, ils sont plutôt maliens ou français? C'est-à-dire des maliano-français qui rentrent au Mali? Ouais, c'est les deux. C'est les deux, des clients maliens, des franco-maliens, qui reviennent s'installer avec des projets de création d'entreprise. Donc, ouais, un peu des deux. D'accord. Et moi, aujourd'hui, je suis consultant. Et ce serait quoi une des raisons principales pour laquelle je viendrais te voir? Alors, pour travailler avec nous, c'est ça ou... Oui. En fait, j'essaie de comprendre, en fait, quelle est la problématique des entreprises qui viennent te voir. Ah, d'accord. Ok. Donc, disons que tu es le profil type des entreprises qu'on accompagne. Ce serait, je suis à la tête d'une entreprise qui est sur le marché depuis 2 ans. On est dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça fait 2 ans qu'on a du mal à se développer, à faire augmenter nos ventes, à trouver des fournisseurs fiables, à fidéliser notre clientèle. Et donc, je viens voir Yelema Consulting pour avoir des conseils, pour avoir des idées sur comment innover, comment faire pour augmenter mes ventes, être plus visible, fidéliser ma clientèle, etc. Et donc, ce que tu appliques pour toutes les entreprises, c'est une méthodologie qui est toujours la même et en utilisant une créativité différente selon les cas qui arrivent à toi C'est ça.
Alors, D'accord. la méthodologie, c'est surtout celle du consultant en général, c'est-à-dire d'analyser justement l'existant, de comprendre et d'identifier où sont les problèmes et ensuite de définir les solutions qui peuvent venir pallier à ces problèmes. Donc la méthodologie, l'approche, on va dire, est la même. Ensuite, en fonction des secteurs d'activité également, il va y avoir d'autres leviers à actionner, peut-être d'autres innovations aussi à mettre en place. Mais du coup, la méthodologie est la même. C'est vraiment voilà, analyser, identifier et définir des solutions pour répondre à ces problématiques de développement. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ton métier, c'est quelque chose qui est compris par les entreprises qui viennent vers toi? Oui et non. Euh, c'est marrant, oui, parce que de plus en plus, je sens quand même que les entreprises, les PME ressentent le besoin justement de faire appel à des structures externes, à un regard externe pour trouver des solutions à leurs problématiques. Du coup, il y a quand même une prise de conscience euh, de l'importance ou du moins euh, de la valeur du travail d'un cabinet de conseil. Mais de l'autre côté aussi, très peu ont déjà eu affaire à des cabinets de conseil, à des consultants externes qui viennent un peu remettre en question la manière dont ils font les choses. Et c'est vrai qu'aussi par moment, il peut y avoir pas mal d'incompréhension ou des malentendus entre consultant, coach, mentor et tout ça. Enfin, on fait des gros amalgames entre des métiers qui sont très différents. Et donc, du coup, ça demande aussi un travail de pédagogie pour expliquer un peu ce que c'est que le métier, c'est quoi la posture et c'est quoi la différence justement entre ces trois métiers qu'on associe souvent à tort. D'accord. Et les entreprises qui viennent te voir, elles ont déjà un modèle économique viable ou il y a des entreprises qui viennent te voir qui sont à la recherche d'un modèle économique encore? Alors, pour la plupart des entreprises, elles ont déjà un modèle économique viable. Pour la simple et bonne raison que du coup, nous, on vise surtout des entreprises qui génèrent déjà des revenus et qui sont capables justement de s'offrir, entre guillemets, les services de consultants. Donc, c'est des entreprises qui ont déjà fait leur preuve de concept, qui sont déjà sur le marché, qui enregistrent déjà des résultats et qui sont capables justement de dégager des revenus. Et donc, nous, c'est là qu'on intervient pour les aider à faire mieux, à complètement dévoiler l'intégralité de leur potentiel. Et parmi toutes les entreprises qui viennent te voir, est-ce qu'il y a un pattern qui se dégage qui les empêche d'évoluer? Très bonne question. Merci. Très bonne question. Je réfléchis souvent. Il y a des problématiques de management tant sur le point d'un point de vue gestion gestion des opérations et aussi gestion des ressources humaines. Gestion des ressources humaines, très souvent il y a des problématiques au niveau du recrutement, des entreprises qui n'ont pas forcément une organisation qui correspond à leurs attentes, qui correspond à leurs objectifs. Et donc, il y a des gens qui sont là, mais qui n'ont pas les compétences, des gens qui sont là, mais qui n'ont pas forcément, qui ne remplissent pas les attentes, mais qui sont quand même là parce que, voilà, on fait avec en attendant que, en espérant que. Donc, il y a ça. Et puis, après, il y a aussi, par moment,
des problématiques. Enfin, c'est pas des problématiques, mais c'est de l'innovation en fait. Il y a une démarche innovante et d'amélioration continue qui gagnerait justement à être un peu plus développée. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que je peux innover dans ma manière de vendre, comment est-ce que je peux innover dans ma manière de fidéliser ma clientèle, etc. Des questions importantes qu'il faut se poser assez régulièrement, justement pour être sûr qu'on arrive à rester dans la course, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu dirais que la problématique, entre griffes, des ressources humaines, c'est la plus grosse problématique? Non, c'est pas la plus grosse problématique, mais c'est celle qui, en fait, à côté de ça, il y a aussi un besoin d'assistance vraiment technique sur comment gérer une entreprise. Voilà, comment gérer les opérations d'une entreprise. Mais la question des ressources humaines, elle est clé. C'est peut-être pas la plus importante, mais c'est celle qui, si elle est négligée, peut générer le plus de dégâts en fait pour l'entreprise. Donc ça fait partie des plus importantes et surtout dont la négligence peut avoir un impact très très nocif, nuisible sur l'activité de l'entreprise. Ok, et donc aujourd'hui, comment tu sens le truc? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, ton métier, c'est quelque chose, les gens qui sont passés chez toi, c'est quelque chose, ils reconnaissent la valeur de ce que tu fais? J'espère. J'espère, mais oui, après, sur le coup, oui. J'ai plutôt l'impression que tous les clients qu'on a eus sont plutôt satisfaits, plutôt contents de ce que le cabinet aura pu leur apporter. Après, je pense que c'est surtout leurs résultats et l'impact de notre travail sur le long terme qui va véritablement être décisif, on va dire, pour voir jusqu'où justement on a pu amener l'entreprise ou l'entrepreneur en question. D'accord, mais c'est-à-dire pourquoi tu n'as pas créé un autre incubateur après Jasper Hub? Je veux dire, bonne question. La différence entre un incubateur finalement et Yelema Consulting, c'était ça ma question. D'accord. La différence entre un incubateur et Yelema Consulting, c'est qu'en fait, on ne se positionne pas au même moment de la vie en fait, de l'entreprise. L'incubateur, il va accompagner en fait des porteurs de projets. Donc, quelqu'un qui a une idée et qui cherche à être accompagné pour mettre en place cette idée et en faire une entreprise. Nous, on va intervenir à la sortie, on va dire, de l'incubateur, lorsqu'il a déjà, par rapport à ta question, lorsqu'il a déjà défini son modèle économique et qu'il est viable, qu'il est sur les marchés, qu'il a des produits ou un service concret qu'il vend et qui génère des revenus, mais qui est à la recherche justement d'accompagnement pour se développer, pour trouver des solutions pour son expansion. Voilà, donc en fait, c'est plus au niveau du cycle de vie de l'entreprise que nous, en fait, on n'intervient pas au même moment. L'incubateur intervient vraiment très tôt dans la vie du porteur de projet, du coup, alors que nous, on va plus accompagner des entrepreneurs et des futurs chefs d'entreprise, on va dire. D'accord. Repat, c'est une association des ressortissants maliens qui reviennent s'installer au Mali? C'est ça. Et tu es secrétaire général de Repat? C'est ça, exactement. Ça existe les depuis... Les ressortissants maliens, juste pour être un peu plus précis, c'est surtout donc des franco-maliens, donc pour la plupart qui sont nés et qui ont grandi en France majoritairement et qui s'installent au Mali. D'accord, donc ils sont nés et qui ont grandi en France.
Pour la plupart, oui. D'accord. Bon, c'était mes deux questions Mhm. d'après. Donc, je comprends que tu es né en France et que tu as grandi en France. Alors moi, non, je suis née à Caille, mais j'y ai jamais vécu. Euh, du coup, en fait, ouais, c'est spécial, mais non, moi, je suis née au Mali, mais j'avais jamais vécu au Mali longuement jusqu'à D'accord. jusqu'à mes 20, 27. D'accord. Voilà. Et, et donc, Repat, c'est quoi l'objectif de Repat? Alors l'objectif de Repat, c'est surtout de faciliter justement l'installation, l'insertion et l'insertion socio-professionnelle des Franco-Maliens. L'idée, c'est vraiment d'être un support, d'être la béquille, on va dire, des personnes qui font ce choix-là, choix qui est très audacieux, choix qui est difficile et qui ont besoin d'être aidés, d'être rassurés, aussi de se retrouver avec des personnes qui font qui font ou qui ont fait le même choix de vie qu'eux et de créer justement ce réseau d'entraide D'accord. pour faciliter cette Question, je intégration. pense, difficile. Euh, Être malienne, ça veut dire quelque chose de particulier pour toi? Être malienne, ça veut dire quelque chose de particulier pour moi. Waouh! Euh, La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être malienne. Oui, en fait, la question, c'est, tu as grandi en France, mais tu n'as pas vraiment vécu au Mali. Ouais. Et en fait, comme je pense d'autres membres de ton association, euh, Mhm. vous sentez le besoin de revenir au pays, entre guillemets, Mhm. et ça traduit certainement quelque chose de fort en termes d'appartenance au Mali, en fait, je Mhm. pense. Et je me demande, en fait, Mhm. c'est quoi? Mhm. Et je pense que tout l'honneur, si on peut le dire ainsi, tout l'honneur revient à nos parents qui ont réussi justement, malgré la distance, malgré l'éloignement, qui ont quand même réussi à transmettre justement un certain attachement envers le pays d'origine à leurs enfants. Et quelque part, en fait, on s'est construit justement avec cette origine. Ça fait partie de nous. Après, bien sûr, tout le monde ne fait pas ce choix-là de revenir s'installer dans son pays d'origine. Après, c'est vraiment des choix de vie, des trajectoires qui vont faire qu'on arrive à ce stade-là où on se dit, bah oui, j'ai envie de le faire, je veux m'installer dans mon pays d'origine et voir ce que l'avenir me propose sur ces terres. Mais je pense que oui, l'essentiel, c'est vraiment les parents en fait. Et ce serait intéressant justement d'interroger des parents pour leur expliquer, pour qu'ils nous expliquent d'ailleurs comment Hmm. comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir voilà, à créer cet attachement au sein de leurs enfants. Donc, c'est un attachement que tu as envers la terre du Mali, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de moi. Comme je disais tout à l'heure, on se construit avec en fait. Euh, on n'est pas dans on n'a pas, en fait, c'est pas un choix. On est français d'origine malienne, on est franco-malien, mais c'est notre identité quoi. Notre identité, c'est partie de Ok. nous. Ok, j'espère avoir, en fait, j'espère avoir ton point de vue sur cette question parce que je suis pas sûr qu'en fait, si je pose cette question à quelqu'un qui a grandi et qui est né au Mali, s'il pourrait dire qu'est-ce que c'est qu'être malien non plus, quoi. Ah ouais, et qu'est-ce que c'est qu'être malien? Ben, ouais, c'est une Est-ce question, je pense, qui est difficile je pense que même si tu me posais la question même de l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est
qu'est-ce que c'est qu'être français Français. aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal aussi à te répondre. Je pense que le monde est dans un tel chamboulement, remise en question sur plein de choses, qu'aujourd'hui c'est difficile de définir du coup qu'est-ce qui fait ta citoyenneté ou ta nationalité. Tu ressens l'attachement, c'est affectif en fait, voilà, c'est affectif, mais c'est difficile aujourd'hui de mettre des mots dessus tellement tout est comment dire, chahuté. Enfin voilà, il y a plein de mouvements, plein de remises en question, plein d'influences qui font que tout est en train à mon sens, de se déconstruire pour ensuite se reconstruire. Ouais. Je me disais que peut-être d'un point de vue extérieur, si tu veux, quelqu'un qui vient de l'étranger et qui est attaché au Mali, peut-être que cette personne voit mieux en fait qu'est-ce que c'est qu'être malien que quelqu'un qui est dedans en fait et qui prend ça pour acquis. Après, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que du coup, clairement, il y a des différences culturelles qui sont visibles, qui sont palpables. Moi, par exemple, ce qui me rend fière, on va dire, d'être malienne, c'est justement ce sens de la solidarité et aussi ce sens, comment dire, cette facilité comment dire, socialement, en fait, c'est facile, en fait, je trouve que c'est facile de se prendre d'amitié, en fait, d'un Malien. Je trouve qu'on a on a cette sympathie, en fait, naturelle qui n'est pas le cas de tous les pays. Donc, il y a cette sympathie naturelle et ce sens de la solidarité. Et puis après, il y a aussi l'histoire aussi, l'histoire, l'attachement justement à l'histoire en fait que chaque ethnie, chaque grande famille peut avoir aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez frappant et assez différent par rapport à ma culture française, on va dire. Ok. Ouais. Et c'est quoi le plus difficile au Mali? Peu importe, hein, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le domaine social, comme tu veux. Ouais. Je trouve qu'en fait, le plus difficile au Mali, c'est encore après de mon point de vue, hein, de mon point de vue de ripat, on va dire. Le plus difficile au Mali, c'est de comment formuler ça? En fait, c'est de réussir en fait à trouver justement le bon équilibre entre ce qu'on est et ce qu'on est en train de devenir en fait ici. Enfin, ce que je veux dire, c'est de réussir en fait à trouver l'harmonie entre ce qu'on est aujourd'hui, avec tout notre bagage culturel, notre histoire, etc. Et de réussir en fait à se construire une nouvelle identité et en intégrant du coup aussi des éléments, des spécificités maliennes. Dans le sens où, comme dans toute culture, hein, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses avec lesquelles on adhère, des choses avec lesquelles on adhère aussi un peu moins. Et le tout, c'est de réussir justement à rester droit dans ses bottes, on va dire, et rester en phase avec soi-même, malgré la pression sociale au Mali qui est très forte, qui voudrait qu'on devienne des choses qu'on n'a pas envie de devenir. Et je pense que justement, le plus dur, c'est de réussir à rester droite dans ses bottes et de réussir à être en phase avec soi-même, en fait, malgré toutes les pressions, les influences et les influences sociales.
D'accord. C'est quoi le plus grand atout du Mali? Le plus grand atout du Mali, c'est sa jeunesse. Et c'est une jeunesse qui malheureusement est négligée, à qui on ne laisse pas l'opportunité, on ne donne pas l'opportunité de se construire, de construire son avenir, euh, de se définir en tant que personne, de construire, d'avoir des rêves, etc. Je pense que son atout, ouais, c'est ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et l'envie en fait de cette jeunesse-là, parce qu'il y a de l'envie. Il y a de l'envie. Mais envie qui ne rencontre pas d'opportunités pour, voilà, pour en jouir. Ok. Tu es dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pratique pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat au Mali? Un conseil pratique, ouais. Le conseil pratique que je donnerais à toute personne qui veut entreprendre au Mali, ce serait de se confronter le plus rapidement possible à la réalité, d'aller à la rencontre des gens, ne pas avoir peur de se retrousser les manches et d'y aller, quoi. On peut, dans certains environnements, on peut passer des mois et des mois à faire des études de marché, faire un business plan, etc., etc. En fait, au Mali, on peut aussi le faire, mais j'ai l'impression que en fait, le décalage entre l'étude de marché, le beau business plan qu'on pourra faire et la réalité est beaucoup plus important que dans un autre environnement. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment le terrain, aller sur le terrain, commencer, y aller, foncer et se faire les dents, sur le goudron. Okay. Voilà. Merci, Néné. Merci à toi.